Ce n'est pas la version qui a été racontée, mais la version qu'on a essayé de cacher. Rome est redevenue un enfer sur Terre. La Rome antique était un pays extraordinaire. Ses généraux étaient très enclins à attaquer la capitale de leur propre nation. En 88, avec ce JC, Sylla s'empara de Rome. L'année suivante, Marius, âgé de 70 ans, mena 6000 soldats pour reprendre Rome. Après avoir pris le contrôle de Rome, Marius entama une vengeance déchaînée. Lorsque Sylla occupa Rome, il ne fit exécuter que le tribun du peuple allié à Marius, tandis que Marius, lui, voulait éliminer tous les partisans de Sylla. Octavius mourut directement sur le siège du consul. Après la fuite de Cinna, le consul Mérula qui le remplaça, mourut également après s'être fait trancher les veines. Cette année-là, les pères de Pompée et de Crassus, deux des futurs membres du triumvirat romain, furent également tués. Pompée, qui n'avait que 19 ans et ne se faisait pas remarquer, réussit ainsi à échapper au danger. Crassus, âgé de 27 ans, s'enfuit en Espagne, tandis que l'épouse de Sylla se réfugia en Grèce. Deux oncles de l'autre membre du triumvirat, César, furent également assassinés, et l'un d'eux était même parent avec Marius. L'épouse de Marius et l'oncle de César appartenaient à la famille des Julii. On raconte que, lors du massacre perpétré par Marius, 50 sénateurs et 1000 membres de l'ordre équestre périrent. L'ordre équestre désignait les riches et les nobles sans fonction politique. Le massacre orchestré par Marius dura 5 jours et 5 nuits, et les têtes exposées sur la tribune du Forum romain étaient ainsi nombreuses qu'il n'y avait plus de place pour les disposer. Comme il y avait trop de personnes à exécuter, Marius fit appel à une troupe d'esclaves pour l'aider, leur promettant la liberté une fois la tâche accomplie. Mais une fois le travail terminé, ces esclaves furent eux aussi tués par Marius. En réalité, toutes les personnes tuées n'étaient pas des partisans de Sylla. C'est simplement qu'au moment où Sylla avait proposé de déclarer Marius ennemi public, ces gens ne s'y étaient pas opposés, ce qui, aux yeux de Marius, les condamnait à mort. La vengeance de Marius entraîna la mort tragique de nombreux talents éminents du Sénat. Car à l'époque de la République romaine, l'accès au Sénat était extrêmement exigeant. Il fallait non seulement avoir au moins 30 ans, mais aussi 10 ans d'expérience militaire, ou bien avoir été élu tribun de la plèbe par les citoyens romains. Après que Marius eut assouvi sa rancœur, Rome retrouva enfin le calme. Marius et Cinna furent élus consuls pour la seconde année, c'est-à-dire pour l'an 86 avant J.C. C'était déjà la 7e fois que Marius occupait la fonction de consul, mais cette fois-ci, il n'a exercé que 13 jours avant de mourir. Ce remarquable général s'est éteint à l'âge de 70 ans. Le poste de consul laissé vacant par la mort de Marius fut occupé par Flaccus, un partisan de Cinna. Après l'arrivée au pouvoir de Cinna, il permit aux nouveaux citoyens de voter dans leur propre circonscription, leur accordant ainsi enfin les mêmes droits que les anciens citoyens. Et, par gratitude envers Cinna, les nouveaux citoyens continuèrent à voter pour lui permettant ainsi d'être réélu consul. Devenu le représentant des populares à la place de Marius, Cinna n'oublia pas non plus les pauvres des classes inférieures. Il fit adopter une loi obligeant les créanciers à renoncer aux 3/4 du capital initial des prêts. Ces créanciers pouvaient continuer à percevoir les intérêts, mais ne pouvaient être récupérés qu'un quart du capital. Cette mesure a offensé de nombreux riches de l'ordre équestre. Cinna a également profité de l'avantage que lui donnaient les votes des nouveaux citoyens et des citoyens des classes inférieures pour révoquer Sylla de son poste de commandant en chef de l'expédition d'Orient, confisquer les biens de ses partisans et expulser ces derniers du territoire. Cinna savait que le roi du Pont avait déjà envahi le territoire romain, mais il craignait davantage Sylla que le roi du Pont. C'est pourquoi il a démis Sylla de ses fonctions, puis a envoyé un autre consul, Flaccus, à la tête de l'armée régulière romaine pour combattre le roi du Pont. Ainsi, l'armée de Sylla a soudainement perdu le statut d'armée régulière romaine. Depuis que Sylla a quitté l'Italie en 87 avant JC, il était parfaitement au courant de tout ce qui se passait à Rome. Il comprenait également la situation actuelle de Rome, mais il n'a pris aucune mesure et s'est concentré entièrement sur la lutte contre Athènes. Sylla savait très bien qu'en soumettant Athènes, il pourrait contrôler toute la Grèce, c'est pourquoi il n'a relâché aucun effort dans l'assaut contre la ville. Mais à présent, Sylla ne pouvait plus compter sur des renforts, et encore moins. Il n'y avait plus de renforts, et il ne pouvait plus espérer recevoir des approvisionnements militaires de Rome. Il devait donc trouver une solution par lui-même. C'est ainsi que Sylla porta son attention sur les temples grecs. La Grèce comptait de nombreux temples célèbres, attirant des fidèles de tout le bassin méditerranéen. Les offrandes dans ces temples étaient abondantes, beaucoup consistant en pièces d'or et d'argent. Sylla envoya ses soldats confisquer tous ces trésors. Il fit même parvenir une lettre aux prêtres des temples à l'avance, expliquant qu'il ne faisait qu'emprunter ses richesses, demandant aux prêtres d'en tenir une comptabilité précise et promettant de les restituer un jour. Finalement, sous la pression de Sylla, Athènes ouvrit ses portes et se rendit sans condition. Sylla fit preuve d'une grande clémence envers la reddition des Athéniens et ne les réduisit pas en esclavage. De plus, si nous pouvons aujourd'hui lire les œuvres d'Aristote, c'est aussi grâce à Sylla. C'est en effet Sylla qui rapporta à Rome les écrits de ce philosophe, permettant ainsi leur préservation et leur transmission à la postérité. À peine Sylla avait-il pris Athènes qu'une nouvelle urgence militaire éclata. L'armée du Pont, forte de 120 000 hommes selon les dires, avait déjà traversé le détroit des Dardanelles, passant d'Asie en Grèce, tandis que Sylla ne disposait que de 35 000 soldats. Mais Sylla laissa 5 000 soldats garder Athènes, et emmena 30 000 hommes à la rencontre de la grande armée du Pont, forte de 120 000 soldats. La Grèce n'eut besoin que de quelques dizaines de milliers d'hommes pour infliger une défaite écrasante aux centaines de milliers de soldats perses.
Mais les temps ont changé. Et aujourd'hui, n'importe qui peut piétiner la Grèce à sa guise. La Grèce a d'abord été conquise par la Macédoine, puis elle a été battue maintes fois par Rome. En 86 avant JC, le royaume du Pont, venu d'Asie mineure, a de nouveau envahi la Grèce. Le roi du Pont, Mithridate, a envoyé son fidèle général Archélaos, à la tête de 120 000 soldats, traverser le détroit des Dardanelles pour envahir la Grèce. Le général romain Lucius Cornelius Sylla venait tout juste de soumettre Athènes. Et il devait maintenant mener une légion de 30 000 hommes pour affronter la grande armée du Pont. Le lieu de la bataille fut la plaine de Chéronée, près de Thèbes. Dès 338 avait siégé JC, c'est ici que la coalition grecque avait été vaincue par la Macédoine, mais cette fois, les adversaires étaient Rome et le Pont. Dès le début du combat, Sylla mena personnellement la cavalerie à l'assaut des lignes ennemies. L'armée romaine utilisait la manipule, organisée en 3 rangs sur 10 colonnes, équipée de javelots courts et de glaives à double tranchant, la rendant flexible au combat. En revanche, l'armée du Pont formait une phalange à longue lance, au flanc et à l'arrière vulnérable. La cavalerie aurait dû compenser cette faiblesse, mais chez le Pont, cavalerie et infanterie manquèrent de coordination et combattèrent séparément. Finalement, la grande armée du Pont, forte de 120 000 hommes, fut anéantie. Plus de 100 000 soldats du Pont furent tués ou capturés, et moins de 10 000 réussirent à s'enfuir. Quant aux Romains, leur performance fut impressionnante. Il paraît qu'après la bataille, lors de l'appel, seuls 14 hommes manquaient à l'appel, et 2 d'entre eux revinrent après le coucher du soleil, ils n'avaient perdu que 12 soldats. Si l'on en croit ces chiffres, le ratio de pertes établi par Sylla surpasserait même celui d'Alexandre et d'Hannibal. Les vainqueurs racontent toujours l'histoire. Dans l'Antiquité, les peuples de l'Orient aimaient exagérer le nombre de soldats, tandis que les Occidentaux préféraient amplifier le ratio de pertes. Ces chiffres ne peuvent servir que de référence. Ce qui est certain, c'est que Sylla a remporté la victoire sur la grande armée du Pont avec très peu de pertes, l'emportant en infériorité numérique. Après la bataille, Sylla attribua la moitié du territoire de Thèbes à des cités comme Olympie et Delphes, car pour financer sa guerre, il avait pillé les temples de ces lieux, Thèbes s'étant rendu à Mithridate avant les hostilités. De cette manière, Sylla punissait Thèbes tout en compensant les pertes subies par les temples. Les monarques orientaux n'avaient pas l'habitude de se rendre sur le champ de bataille. Le roi du Pont, Mithridate, attribua cette défaite à l'incompétence de ses généraux. Il remplaça son commandant par un homme de confiance et rassembla rapidement une nouvelle armée de 80 000 hommes, traversant le détroit des Dardanelles. Lors de la seconde confrontation entre les deux armées, c'est encore une victoire totale de Sylla. Mais cette fois-ci, les Romains tuèrent 15 000 soldats ennemis. Comme Sylla ne disposait d'aucun approvisionnement logistique et devait subvenir lui-même aux besoins de ses 35 000 hommes, il ordonna à ses soldats de capturer autant d'ennemis vivants que possible, puis de vendre les prisonniers comme esclaves. À cette époque, il y avait un marché aux esclaves sur l'île de Délos. Comme Sylla y vendait un grand nombre d'esclaves, de nombreux marchands affluèrent de toutes parts pour en acheter, ce qui rendit l'économie de l'île de Délos particulièrement prospère. Sous les yeux des Grecs, l'armée romaine a écrasé à 2 reprises le roi du Pont, ce qui a complètement ouvert les yeux des Grecs. Ils ont compris qu'ils n'auraient jamais dû croire les promesses du roi du Pont, qui prétendait vouloir libérer le peuple grec de la tyrannie romaine. Finalement, il était bien plus réaliste de se soumettre humblement à Rome. Bien que Sylla ait déjà pris le contrôle de la situation en Grèce, le Pont occupait toujours la côte ouest de l'Asie mineure. Comme le roi du Pont collaborait avec les pirates de la mer Égée, la maîtrise de la mer était également entre les mains du roi du Pont. Sylla avait déjà envoyé un de ses lieutenants en Égypte pour préparer une flotte. Mais tant que la marine n'était pas arrivée, il ne pouvait rien faire contre le Pont. Alors que Sylla attendait l'arrivée de la marine, Flaccus, envoyé par Cinna, avait déjà débarqué en Asie mineure à la tête de l'armée régulière romaine. Cependant, le commandant en chef Flaccus et son lieutenant Fimbria étaient en désaccord. Et en plus, Flaccus était un homme incompétent et médiocre, ce qui provoquait le mécontentement des soldats à son égard. Une mutinerie éclata alors dans l'armée. Le commandant en chef Flaccus fut tué et l'armée passa sous le commandement de Fimbria. Fimbria mena l'armée romaine contre les troupes du Pont en Asie mineure et une fois de plus, l'armée du Pont fut vaincue. Les 3 forces étaient désormais dans une situation difficile, car Sylla était actuellement recherché par Rome, ce qui faisait de Sylla et de Fimbria des ennemis. Les 3 forces étaient mutuellement hostiles, et le premier à perdre patience fut le roi du Pont. Il choisit de négocier avec la partie la plus forte, et envoya donc Archélaos, le général vaincu lors de la bataille de Chéronée, dans le camp de Sylla pour entamer des pourparlers. Le roi du Pont trouva les conditions posées par Sylla trop sévères. Il ne donna donc pas de réponse immédiate à Sylla. Alors que le roi du Pont hésitait encore, le lieutenant de Sylla revint avec des navires de guerre. L'Égypte n'avait pas aidé Sylla, mais c'est l'île de Rhodes qui avait fourni quelques navires de guerre à l'armée de Sylla. En voyant que Sylla disposait désormais d'une flotte, le roi du Pont se hâta de négocier personnellement à nouveau avec Sylla. Finalement, le roi du Pont ne put pas rivaliser avec Sylla. Il restitua à Rome tous les territoires qu'il avait précédemment occupés, remit toute sa flotte à Sylla et dut également verser des indemnités de guerre à Sylla.
Cependant, les soldats de Sylla étaient très mécontents de ce résultat. Lorsque le roi du Pont avait envahi les territoires romains, il avait tué 80 000 citoyens romains ainsi que leurs esclaves. Les soldats estimèrent donc que la punition infligée au Pont était bien trop légère. Sylla expliqua: si nous imposons des conditions trop sévères, le Pont se tournera alors vers Fimbria pour négocier la paix. Si ces deux-là s'allient, nous nous retrouverons dans une situation dangereuse. Les soldats reconnurent la clairvoyance de Sylla et leur mécontentement disparut. La confrontation suivante opposa alors l'armée de Sylla à l'armée régulière romaine commandée par Fimbria. Sylla fut le premier dictateur à vie de l'histoire de Rome. Il prit d'assaut sa propre capitale à 2 reprises, inaugurant ainsi l'ère de la dictature militaire à Rome. En 86 avant JC, Sylla fit face à l'armée régulière romaine commandée par Fimbria en Asie mineure. Sylla ordonna à ses soldats de creuser tranquillement des tranchées et d'ériger des palissades juste à côté du camp ennemi. Les soldats de Fimbria, venus observer sans armes, finiraient par sympathiser avec les hommes de Sylla et ils se mirent même à les aider dans leurs travaux. Les soldats de Sylla invitèrent alors ceux de Fimbria à partager leur repas. Puis, après avoir mangé, ils dormaient ensemble. Ainsi, il devint courant que des groupes entiers de soldats de Fimbria désertent pour rejoindre l'armée de Sylla. Quand Fimbria s'en rendit compte, son camp était déjà complètement vide. Fenbu, le vent soufflait dans le vide. Fimbros resta silencieux, puis retourna à Rome, où il entra seul dans le temple de Zeus pour mettre fin à ses jours. Sylla commença ensuite à lever des fonds militaires en Asie mineure, car cette région avait été occupée auparavant par le Pont et n'avait pas payé d'impôts provinciaux à Rome depuis 5 ans. Sylla exigea de percevoir en une seule fois tous les impôts impayés de ces 5 années. Sylla fit loger ses soldats chez les habitants. Chaque famille devait non seulement les nourrir et les héberger, mais aussi leur fournir 2 tenues de vêtements. Cette politique de harcèlement des civils s'avéra très efficace. Les habitants, impatients de voir les troupes partir, s'empressèrent de payer la lourde somme correspondant à 5 années d'impôts. Après avoir quitté l'Asie mineure, Sylla resta encore une année à Athènes. En stationnant à Athènes, Sylla pouvait à la fois intimider le roi du Pont et exercer une pression implicite sur Rome. En effet, depuis Athènes, il ne lui fallait que 3 jours pour rejoindre l'Asie mineure, et seulement 2 jours pour atteindre la péninsule italienne. Sylla envoya également des lettres au Sénat, disant « Je suis à l'extérieur en train de réprimer la rébellion, tandis que vous m'avez exilé, confisqué mes biens et tué tant de personnes sans raison. Je reviendrai donc me venger. » Pour faire face à Sylla, qui s'apprêtait à revenir se venger, le consul Cinna commença à rassembler des volontaires dans une petite ville portuaire du centre de l'Italie. Mais Cinna n'envoya personne pour organiser les troupes, si bien que ces volontaires, semblables à des vagabonds, errèrent partout dans la petite ville, ce qui la plongea dans un chaos total. Alors que Cinna s'apprêtait à mener cette troupe désorganisée au combat, il perdit la vie à cause d'un incident mineur. Cinna mourut à la fin de l'an 84 avant JC. Au printemps de l'année suivante, c'est-à-dire en 83 avant JC, Sylla débarqua avec son armée à l'extrême sud de l'Italie. En marchant le long de la Via Appia, il n'aurait fallu qu'une quinzaine de jours pour atteindre les portes de Rome. Cependant, Sylla mit 2 ans pour reprendre la capitale, Rome. En chemin, de nombreux partisans de Sylla rejoignirent ses rangs, parmi lesquels Crassus, dont le père et le frère avaient été tués par Marius et qui s'était réfugié en Espagne, fit son retour. Il y avait aussi Pompée, issu d'une grande famille de propriétaires terriens, qui rejoignit Sylla à la tête de 3 légions levées à ses propres frais. Les légions stationnées au nord pour défendre contre les barbares se rallièrent également à Sylla. Ainsi, les effectifs de Sylla atteignirent déjà 75 000 hommes. Les consuls romains, quant à eux, recrutèrent 120 000 hommes à travers tout le pays pour tenter de stopper Sylla. Des 2 côtés, il s'agissait de citoyens romains. Ils ne savaient même pas pourquoi ils se battaient, et sur le front, ils n'étaient repoussés que par la haine mutuelle. C'est là le plus tragique dans une guerre civile. Cette guerre qui ravagea toute l'Italie prit finalement fin à la fin de l'an 82, avant JC. À 56 ans, Sylla devint à nouveau le maître de Rome. Marius a commis des massacres par vengeance personnelle, tandis que Sylla l'a fait pour éliminer ses opposants, mais les conséquences furent les mêmes dans les 2 cas. Sylla fit rassembler les 4000 soldats qui avaient été forcés d'abandonner la résistance sous les murs de Rome, et les fit tous exécuter sur le marché aux gladiateurs. Les cris déchirants des mourants résonnèrent partout, au point de faire pâlir les sénateurs de peur. Sylla répondit froidement, c'est la punition qu'il méritait. Sylla affranchit également 10 000 esclaves, leur permettant d'adopter le nom de sa propre famille, Cornelius. En réalité, ces hommes étaient les exécuteurs de Sylla chargés d'éliminer ses opposants. Ils ouvrirent à la tombe de Marius et jetèrent à ses restes dans le Tibre. Le monument commémorant la victoire de Marius fut détruit. Le fils adoptif restant de Marius fut torturé à mort. Sylla établit également une liste de proscription comprenant jusqu'à 4700 personnes et publia des avis de recherche, de sorte que ces individus étaient traqués ou qu'ils se cachent. La plupart de ces personnes furent exécutées sans procès, et leurs biens confisqués furent vendus aux enchères à bas prix. Crassus, qui deviendra plus tard l'un des 3 triumvirs de Rome, fit fortune en achetant ses biens mis aux enchères. Il y avait une autre personne sur la liste de proscription de Sylla, Caius Julius César. En effet, l'épouse de Marius était la tante de César, et Cinna avait marié sa propre fille de 16 ans à César. Il l'a donnée à César. Rien qu'en raison de ces 2 liens, Sylla estimait que César devait mourir.
Cependant, tout le monde tenta de dissuader Sylla, disant que le père de César était déjà mort, qu'il était le seul héritier de la maison des Julie, qu'il n'avait que 18 ans et n'avait encore pris aucune initiative politique, qu'on lui laisse donc la vie sauve. Sylla ne consentit à gracier César qu'à contre-cœur. Mais Sylla exigea que César divorce de la fille de Cinna. Sylla n'agissait pas ainsi uniquement à l'égard de César. Il exigea également que Pompée, qui avait mené 3 légions à son secours, divorce lui aussi. En effet, le beau-père de Pompée appartenait au Parti populaire, représenté par Marius et Cinna, et ce beau-père avait également été tué par Sylla. Pompée obéit docilement à l'ordre de Sylla. Après avoir divorcé de sa femme, il épousa une jeune fille issue de la famille de la femme de Sylla. Mais César n'était pas Pompée. Il refusa de divorcer de la fille de Cinna, ce qui mit Sylla en colère. Âgé de 18 ans, César fut donc contraint de fuir, et il ne revint qu'après la mort de Sylla. En 81 avant Jacée, Sylla, fort de ses 100 000 soldats, força l'Assemblée des citoyens à l'élire dictateur à vie. Ensuite, Sylla entreprit de réformer l'État selon ses propres intentions. Sylla dirigea la fondation de 8 nouvelles colonies, toutes destinées à installer ses anciens soldats. Aujourd'hui, la ville touristique italienne de Florence trouve justement son origine dans l'une de ces nouvelles colonies créées par Sylla. Sylla porta également l'effectif du Sénat de 300 à 600 membres. Après les 2 vagues de massacres perpétrées par Marius et Sylla, il ne restait déjà plus beaucoup de sénateurs. De plus, avec l'expansion de Rome, il devenait nécessaire d'intégrer davantage de personnes influentes au Sénat. Craignant qu'un nouveau personnage comme lui n'émerge à Rome, Sylla établit une règle. Un consul romain ne pouvait commander que 4 légions, et aucune armée permanente de plus de 4 légions ne devait stationner à l'intérieur du pays. Seuls les généraux chargés de défendre les frontières contre l'ennemi pouvaient commander plus de 4 légions, et ils devaient dissoudre leurs troupes immédiatement après la fin des opérations militaires. Toutes ces mesures visaient à empêcher que quelqu'un n'abuse de la force contre Rome et le Sénat, comme il l'avait fait lui-même. Après avoir mis en œuvre toutes ces idées, Sylla arriva à la fin de l'année 80 avant JGC, moment où il était temps d'élire les consuls pour l'année suivante. Sylla annonça soudainement lors de l'Assemblée du peuple qu'il renonçait à sa fonction de dictateur, redevenant ainsi un simple citoyen romain, puis il partit pour la petite ville de Marcu, près de Naples. À 58 ans, Sylla vécut alors dans sa villa une vie débridée avec sa 4e épouse, âgée de seulement 35 ans. Sylla ne profita de cette existence qu'un peu plus d'1 an avant de décéder. De son vivant, il n'a exprimé aucune exigence concernant ses funérailles, mais il a formulé une demande précise quant à la manière dont il souhaitait être inhumé. En effet, ayant profané la tombe de Marius, il craignait de subir la même vengeance après sa mort. Il demanda à être incinéré brûlé, puis que ses cendres soient enterrées. De son vivant, Sylla a multiplié les réformes du système romain, ramenant Rome à l'état d'il y a 40 ans, avant les réformes des frères Gracques. Mais cela ne pouvait être qu'une solution temporaire. Les hommes de la nouvelle ère finiraient inévitablement par briser les chaînes de l'ancien ordre. Au 1er siècle avant notre ère, la population libre de la Rome antique atteignait déjà 6 millions de personnes, tandis que le nombre d'esclaves s'élevait à 3 millions, soit la moitié de la population libre. Ce chiffre ne concerne que la péninsule italienne, sans inclure les provinces romaines hors d'Italie. Rome a connu 3 grandes révoltes d'esclaves, dont les 2 premières ont éclaté en Sicile où la population servile était nombreuse. La révolte des esclaves menée par Spartacus, qui éclata en 73 avant JC, eut lieu sur le sol italien, au cœur même de Rome. Dans les films et séries, Spartacus est présenté comme un esclave humilié, qui tue son maître pour sa liberté. Mais en réalité, les esclaves de la Rome antique avaient plusieurs statuts. On trouvait des enseignants, des médecins, des peintres, des esclaves PDG pour gérer les affaires de leur maître, des artisans forgerons, gérants de boutiques, gladiateurs, etc. Plus bas dans la hiérarchie, on trouvait des femmes pour danser, jouer d'un instrument ou des sorcières. Des esclaves femmes, ainsi que des esclaves chargés des tâches ménagères. Parmi eux, les plus bas dans la hiérarchie étaient les esclaves travaillant dans les champs ou dans les mines, et les moins chers étaient les esclaves mineurs. La différence de prix entre les esclaves les plus chers et les moins chers pouvait atteindre un rapport de 1 à 100. Spartacus n'était pas parmi les esclaves les plus bas dans la hiérarchie. Il était gladiateur, donc un artisan avec une compétence particulière. Les esclaves de la Rome antique pouvaient aussi obtenir leur liberté, et ce n'était pas très difficile. Parfois, les maîtres affranchissaient leurs esclaves pour montrer leur générosité. Il était aussi possible pour un esclave de racheter sa liberté en économisant de l'argent. Les esclaves affranchis pouvaient même devenir citoyens romains, si bien que les esclaves de rang moyen ou supérieur jouissaient d'un statut élevé et, en général, ne trahissèrent pas leur maître. Les esclaves qui participaient aux révoltes étaient pour la plupart des travailleurs manuels. Il y avait une ville à Rome appelée Capoue, réputée pour produire de nombreux gladiateurs. Les exploitants achetèrent des esclaves robustes, les formaient en tant que gladiateurs, puis les louaient. Ces gladiateurs participaient à des combats dans différents endroits. Les gladiateurs n'étaient pas tous des esclaves. Certains hommes libres choisissaient aussi cette profession. Les combats de gladiateurs étaient également très intenses. Bien que le perdant ne meure pas forcément, si les spectateurs estimèrent que sa posture n'était pas assez élégante ou que ses mouvements manquèrent de panache, ils réclamaient alors que le vainqueur le tue. Parmi eux, Spartacus faisait partie du camp d'entraînement de gladiateurs de Capoue. Spartacus était originaire de Thrace, une région située au sud, à la frontière de la Macédoine. Plus tard, la Macédoine est devenue une province romaine, et c'est donc Rome qui a pris en charge la défense du nord de la Macédoine. Les peuples de cette région entraient fréquemment en conflit avec Rome. C'est au cours d'un de ces affrontements avec Rome que Spartacus fut vaincu et capturé.
Par la suite, il y eut l'événement où 74 esclaves, menés par Spartacus, s'échappèrent collectivement du camp d'entraînement. Ils se sont d'abord réfugiés sur le Vésuve, derrière la ville de Pompéi. L'éruption du Vésuve qui a détruit Pompéi n'a eu lieu que des années plus tard. À l'époque, le Vésuve était couvert d'une végétation dense, ce qui le rendait idéal pour que Spartacus et ses compagnons s'y cachent. Les lieutenants de Spartacus étaient Crixus et Oenomaus. Tous avaient suivi un long entraînement de gladiateurs, ce qui leur permettait de tenir tête à des centaines d'adversaires. Ils descendèrent de la montagne en groupe pour piller les fermes voisines. Au début, Rome ne les prenait pas au sérieux et n'envoya que 3000 hommes pour réprimer la révolte, mais Spartacus les vainquit facilement. La nouvelle de la victoire de Spartacus sur l'armée régulière romaine se répandit rapidement, et les esclaves des environs abandonnèrent leur houe pour rejoindre Spartacus. Rome envoya alors un consul à la tête de 2 légions pour réprimer la révolte, mais ils furent de nouveau vaincus par Spartacus. Spartacus et ses compagnons forcèrent même les soldats romains capturés à organiser des combats de gladiateurs comme des esclaves, en guise de revanche contre les Romains. Cette fois, Spartacus devint véritablement célèbre. Ceux qui rejoignaient ses rangs n'étaient plus seulement des esclaves, mais aussi des paysans qui, comme des esclaves, travaillaient la terre sans jamais avoir de quoi manger à leur faim. L'année suivante, c'est-à-dire en l'an avant J-Charge, on dit que l'armée rebelle comptait déjà des dizaines de milliers d'hommes. À ce moment-là, Spartacus et Crixus pouvaient même se séparer pour affronter les troupes romaines sur 2 fronts. Mais les 2 hommes eurent des divergences. Spartacus ne voulait pas affronter l'armée romaine. Il espérait franchir les Alpes et rentrer dans son pays natal. Crixus, en revanche, convoitait la richesse de l'Italie et voulait conquérir Rome. Cette année-là, Rome envoya 2 consuls, à la tête de 4 légions, pour réprimer l'armée rebelle. Crixus, acculé, finit par mourir au combat. Quant à Spartacus, il parvint habilement à contourner le blocus des légions romaines. Le talent militaire de Spartacus surpassait celui des 2 consuls romains médiocres. Il n'allait certainement pas affronter les 4 légions romaines en même temps, mais vainquit séparément les 2 consuls, chacun à la tête de 2 légions. Après sa victoire, Spartacus poursuivit sa marche vers le nord et vainquit de nouveau les troupes romaines chargées de défendre la frontière. Les troupes romaines aux frontières. Cela signifiait que Spartacus pouvait rentrer chez lui sans rencontrer d'obstacles. Cependant, Spartacus s'est peut-être senti trop puissant, ou bien ses compagnons n'étaient pas d'accord. Alors ils ne sont pas rentrés chez eux. Au lieu de cela, il a mené 40 000 insurgés vers le sud. Cette fois, leur objectif était la riche île de Sicile. Tout au long de leur route, ils ont pillé, incendié et tué sans relâche, jusqu'à finalement atteindre l'extrémité sud de l'Italie. Mais ils se sont arrêtés, faute de bateaux pour traverser le détroit de Messine. Les actions de l'armée rebelle ont fait perdre la face à Rome. C'est alors que Rome a finalement envoyé un homme capable de vaincre Spartacus, le célèbre Crassus, une figure illustre de l'histoire romaine. Dans l'armée de la Rome antique, il existait une règle extrêmement cruelle, appelée la décimation. C'était une forme de punition collective infligée aux troupes rebelles. Parmi 10 hommes, on organisait un tirage au sort tendu et angoissant, et le malchanceux désigné était alors battu à mort à coups de pierre ou de bâton par les 9 autres. Cette méthode d'exécution, contraire à l'humanité, laissait une profonde empreinte psychologique sur les soldats. Crassus, considéré comme l'un des 3 grands de la Rome antique, utilisa précisément cette règle pour forcer ses soldats à se battre avec bravoure et finit par vaincre l'armée d'esclaves menée par Spartacus. En 72 avant J-C, Crassus avait déjà 42 ans. Il observait Pompée, de 8 ans son cadet, accumuler les exploits militaires, ce qui lui inspirait des sentiments mêlés. Crassus et Pompée étaient tous 2 les successeurs de Sylla. À part être un peu trop riche et le plus fortuné de Rome, il n'avait rien d'autre à son actif. Tandis que Pompée, non seulement était riche, mais possédait aussi un talent militaire hors du commun. Lorsque Sylla affrontait le camp de Marius, Pompée avait déjà mené au combat 3 légions qu'il avait lui-même levées. Après la victoire de Sylla, Pompée, sur ordre de Sylla, poursuivit les consuls romains vaincus, les traquant depuis Rome jusqu'en Afrique du Nord, et finit par éliminer les derniers partisans opposés à Sylla. À cette époque, Pompée n'avait que 25 ans, et Sylla accepta qu'il célèbre un triomphe, un honneur que même Scipion l'Africain n'avait pas obtenu à son âge. Sylla offrit également à Pompée le titre de Magnus. Magnus signifie « le grand », et avant lui, seul Alexandre le Grand avait reçu ce titre honorifique. Le mot que les générations suivantes ont traduit par « le grand » vient justement du latin Magnus. Tant que Sylla était en vie, Pompée n'osa jamais utiliser ce titre. Ce n'est qu'après la mort de Sylla que Pompée osa se faire appeler Pompée Magnus. Lorsque Sylla affrontait le camp de Marius, une autre personne s'est enfuie, le lieutenant de Marius, Sertorius, après s'être réfugié en Espagne, recommença à semer trouble. Sertorius était effectivement très habile. Rome envoya à plusieurs reprises de grandes armées pour le réprimer, sans succès, si bien qu'on dut confier la mission au jeune Pompée. Dès que Pompée passa à l'action, il élimina les rebelles, y compris Sertorius. Crassus, ayant appris que Pompée allait bientôt rentrer en triomphateur, était presque en larmes, car il avait reçu l'ordre de commander 8 légions romaines, soit 50 000 hommes, pour combattre, dans le sud de l'Italie, les 40 000 esclaves insurgés menés par Spartacus. Mais il perdit la première bataille contre Spartacus. S'il ne parvenait pas rapidement à vaincre l'armée des esclaves, lorsque Pompée reviendrait en triomphateur, le Sénat ne manquerait pas de le remplacer par Pompée, et sa propre carrière politique deviendrait alors des plus incertaines. Crassus décida donc de discipliner ses troupes en appliquant la décimation, une punition destinée à terrifier toute l'armée. Il choisit pour l'exemple une compagnie qui avait fui lors du premier combat. Parmi les 600 hommes de cette unité, il tira au sort 60 malchanceux, puis ordonna aux 540 autres de les battre à mort à coups de bâton.
Ce genre de supplice n'était normalement utilisé qu'en cas de mutinerie. La méthode cruelle de Crassus porta effectivement ses fruits. Les légions romaines combattirent avec bravoure et repoussèrent les insurgés dans les montagnes, dont le terrain accidenté rendait toute opération militaire extrêmement difficile. Mais la chance finit par sourire à Crassus. Spartacus, fort de ses 40 000 hommes, se sentit invincible et décida d'y aller. Abonnez-vous à Animistica pour ne rien manquer. Likez, partagez et rejoignez-moi tout de suite pour un nouveau voyage dans l'histoire.